On est bon. Eh ben, bonjour tout le monde déjà. 3 films d'animation pour petits ou grands. Je vais déjà vous expliquer où je compte aller avec ça. J'avais envie de vous parler de 3 films, de vous conseiller 3 films d'animation en l'occurrence. Pour petits ou grands, parce que vous allez voir que la question se pose. Il y en a qui sont vraiment pas à mettre devant des yeux innocents, plutôt destinés aux adultes qu'aux enfants, ou alors ils vont grandir très vite. Je vous préciserai à chaque fois, de toute façon vous vous en rendrez compte. Voilà, tout simplement pour l'intro de cette vidéo. 3 films d'animation. Et on commence tout de suite avec le premier qui s'appelle Felidae et qui est sorti en 94, qui est un film allemand réalisé par Michael Schack et qui est l'adaptation d'un bouquin sorti 5 ans plus tôt. Ça nous raconte quoi? C'est l'histoire d'un chat qui s'appelle Francis et qui emménage dans un nouveau quartier avec son maître, dans une maison abandonnée et insalubre. Il va faire le tour du propriétaire et il va tomber sur un chat de gouttière qui s'appelle Barbe Bleue. Et c'est là que ça commence. Tous deux vont se retrouver devant le cadavre d'un chat qui s'est fait déchiqueter, soyons clairs, et qui n'est que le premier d'une longue série de meurtres qui apparaîtront tout au long du film, pendant que Francis, et la plupart du temps accompagné de Barbe Bleue, mène l'enquête pour essayer de comprendre et retrouver l'auteur de tous ces crimes. Voilà, donc ni plus ni moins qu'un polar, avec des chats. Et pourquoi je vous parle de ça du coup? Bah parce que c'est assez dingue en fait. Le premier truc qui m'éclate, c'est l'animation déjà. C'est-à-dire qu'on est sur une animation très classique, et entendez par là grand classique Disney. C'est-à-dire que dans les premières minutes, enfin dans les premières secondes, on pourrait presque se croire devant un de ces classiques style Les Aristochats. Alors en 94 sort Le Roi Lion pour l'écurie Disney, donc on est sur de l'animation qui a déjà bien évolué, mais vous voyez ce que je veux dire, on reste sur un classicisme d'animation auquel nos yeux d'enfants ont été habitués. On a plutôt été biberonnés à ce genre d'animation, en règle générale, enfin pour ma part en tout cas. Et ça crée tout le paradoxe en fait, entre une animation très mignonne et tous ces meurtres ultra sordides, ultra graphiques. Oui, parce que plus on avance dans l'histoire, plus les meurtres vont être inventifs, et voire viscérales, littéralement. Donc ça c'était le premier point, l'animation. Vous ajoutez aussi des personnages qui sont soit des gueules cassées, soit fous, soit manipulateurs, enfin une belle galerie de personnages assez dingue. Le langage aussi, vous vous doutez bien que là ça se refuse rien non plus. Et pour finir, pour encore plus accentuer le fait que c'est un film pour adultes, vraiment, c'est les thèmes abordés qui sont là aussi assez dark, assez poussifs. Donc on va avoir de l'eugénisme, de la sexualité, de la religion. Il y a même un moment où 2 chats discutent tranquillement devant des énormes tableaux de Kama Sutra au milieu du salon. Pas mal de séquences cauchemardesques aussi, qui vont ajouter encore plus de macabre à l'ensemble. Et puis, faut dire que tout ça tient la route quoi. En à peine 1h20, on déroule une enquête assez solide, avec ses flashbacks, ses fausses pistes, ses révélations, enfin d'un bon polar quoi, avec des chats. Et voilà, c'est juste parfait. Il faut savoir aussi que le personnage principal, Francis, vu que c'est à travers ses yeux qu'on suit tout le déroulé, c'est un personnage très cool, avec suffisamment de répliques, de bon sens, enfin on s'attache à lui assez rapidement. Un personnage bien écrit quoi. Pas grand chose de plus à vous dire sur l'histoire, en vrai je vous conseille juste d'aller voir ça, et de surtout pas montrer ça à des gosses. Par contre, il reste un dernier point dont il faut que je vous parle, et c'est peut-être le plus important, le plus dingue à mes yeux. C'est qu'on est sur un film d'animation, donc on a un doublage français, et là c'est complètement ouf, c'est le Festival des légendes. Je vous ai fait une petite liste là. Alors, déjà Francis, qui est doublé par Patrick Poivet. Donc ouais, déjà on pourrait s'arrêter là. Et Polar oblige, on a une voix off tout du long. Donc essayez d'imaginer un chat avec la voix de Bruce Willis qui enquête sur des meurtres sordides de félins, c'est assez génial. Il avait perdu un œil, sa plate bouche était estropiée, et il se pavanait néanmoins avec dignité, comme s'il ne souffrait que d'un rhume des plus bénins. Ensuite, Barbe Bleue, qui est joué par Patrick Mess, donc la voix de Hagrid, enfin Robbie Coltrane. Oh merde, je commence à être trop vieux pour ce genre de plaisanterie. Parle-moi fort. Il a fait aussi un Bruce Wayne âgé dans une série, Batman la relève. Bon, on a qui d'autre? Mon préféré, le légendaire Bernard Allan, qui joue un chat qui s'appelle Pascal. Pascal. Francis. Oh, Francis.
Je suis ravi de vous rencontrer, et je sens que nous allons nous entendre tous les deux. Donc là aussi une voix que vous connaissez bien, et notamment sur des chats. On le retrouve en chat de Cheshire dans Alice, c'est Snowbell dans Stuart Little, ou encore Mr. Tinkles, le chat maléfique dans Comme chien et chat, un film que j'aime trop et dont j'avais déjà parlé. Et il est apparu dans plein de Disney, bref. Ah oui, si, c'est aussi lui qui double David Bowie dans Basquiat, donc la voix de Andy Warhol. Si vous regardez Basquiat en français, Bernard Allan quoi. Bref, on avance, on a qui d'autre Jacques Siron. Les cadavres me tombent dessus. Ils sont envoyés par le prophète. Complètement frappé, ce type-là. Benoît Alman, évidemment. Barbe bleue, t'es qu'une vieille boule de poil. Philippe Dumas aussi, donc la voix exceptionnelle de Picsou et d'environ 800 autres trucs. Ou bien sûr la voix d'Obi-Wan, l'originel. Et bah ici, il joue un chat gourou de secte. Voilà. Reçois notre sacrifice. Alléluia. Et allez, le meilleur pour la fin, Déborah Perret, la merveilleuse voix de Galadriel. Jour de ma vie, pas un seul jour, sans que je rêve de pouvoir voir ce monde si mauvais et cruel soit-il. Un régal. Bref, c'était Felidae, voilà, un film que je vous recommande, que j'aime beaucoup. Pas grand chose de plus à dire, je vous laisserai découvrir ça. Et on passe au film suivant, qui s'appelle Crisar, est sorti en 86. Mais avant de vous parler du film, j'ai envie de vous parler de son réalisateur, qui s'appelle Jiří Bárta, qui est un réalisateur tchèque, et que je considère comme un petit génie de l'animation. Il faut savoir que le gars a révolutionné énormément de choses, donc les techniques de narration, les techniques d'animation. Son but a toujours été d'aller chercher de nouvelles manières de raconter à travers, plus que l'animation, l'artisanat. C'est-à-dire que le gars va maîtriser absolument tout, ce qui pourrait faire vivre de l'image, donc du stop motion, de la peinture, du dessin, du marionnettisme aussi. Le gars a commencé très jeune à bosser avec une troupe de marionnettistes. Un artisan du palpable, véritablement, et qui préfère les images au dialogue. La plupart de ses travaux sont muets, en règle générale. Il préfère essayer de raconter par l'image que par les voix. Ses premiers courts-métrages qu'il entame dans les années 70 sont brillants, notamment un de ses premiers qui s'appelle Disc Jockey, qui serait peut-être mon préféré, qui va nous raconter la journée d'un disque jockey, où tout est basé en fait sur un système géométrique, à travers la forme du cercle, et passer d'une image à l'autre au déroulé de la journée de ce gars-là. C'est bluffant, c'est trouvable facilement sur YouTube. Je vous mets des liens en bas si vous voulez aller voir. J'essaierai de vous trouver tous les trucs là dont je parle. Un autre aussi que j'aime beaucoup et qui s'appelle Project ou Design, où on va juste voir les mains d'un architecte dessiner les plans d'un bâtiment. C'est hypnotisant à regarder et en 5 minutes à peine, ça se dirige gentiment vers un thème un peu social, qui sera souvent son thème de prédilection d'ailleurs. Bon, je vais pas m'étendre plus sur ces courts-métrages, je vous laisserai vous regarder si ça vous intéresse. Et donc, en 86, sort Crisar, qui va être son premier film, son premier moyen-métrage de 50 minutes, qui sera distribué au cinéma d'ailleurs, et notamment en France. Crisar, ça raconte quoi ? C'est tout simplement l'adaptation du joueur de flûte d'Amelin, un conte que vous connaissez probablement puisqu'il a été popularisé par les frères Grimm. Et l'histoire de ce conte, je vous la refais rapidement, c'est un village allemand qui va se voir du jour au lendemain être infesté par des rats. Impossible de s'en débarrasser, jusqu'au jour où survient un étranger, qui se présente comme dératiseur, on va dire, et qui propose, contre une somme d'argent, de débarrasser la ville des rats. Il va utiliser pour ça donc sa flûte, et en hypnotisant les rats, les faire se jeter dans le fleuve qui borde le village. Il revient pour récupérer son dû, et les habitants refusent de le payer. Donc, pour se venger, il va réitérer le procédé, en cette fois kidnappant tous les enfants du village, et les enfermer dans une grotte. C'est un conte qui a connu plusieurs versions, en fonction des cultures et des époques, et plusieurs adaptations aussi. Il y en a une que j'aime bien, notamment, qui a été réalisée par Jacques Demy, au début des années 70. Bon, une adaptation très libre, hein, et qui lorgne surtout du côté de la comédie musicale, vous vous en doutez.
Donc voilà, ici Jirji Barta propose sa version du joueur de flûte, et surtout son dénouement bien à lui, ce qui fait rentrer ce film dans la catégorie pour grand. La fin est un poil vénère, il se contente pas juste d'arnaquer notre étranger. Mais sinon l'histoire glisse toute seule, on dirait que c'est presque plus fluide pour lui de raconter sans dialogue, tant chaque scène est explicite. Dès l'intro déjà, il met en place les différentes strates sociales, en partant du bas du village avec la plèbe qui fait son marché, jusqu'au haut dirigeant, alors qui va évidemment mettre à table, hein. Quoi de mieux qu'un immense banquet pour représenter l'opulence. Une scène qui me fait penser immédiatement à Dark Crystal d'ailleurs, avec les Skeksis qui se goinfrent. Puis bon, on n'a pas que ça, il y a les travailleurs aussi qui sont montrés comme des automates, et évidemment les rats, qui vont être ici surtout une métaphore de la corruption, parce que c'est bien ça le sujet principal ici. Une corruption qui s'amorce pendant le marché, avec une idée extrêmement bien trouvée, je trouve, la façon qu'ont les marchands et les villageois de marchander, c'est assez brillant, ça se fait pas en douceur. Mais bon, c'est pas tellement de l'histoire dont je veux vous parler, je préfère vous laisser un petit peu la surprise des différents retournements. C'est surtout de l'esthétique. Toute la technique de Barta ici atteint des sommets. Donc c'est du stop motion, mais avant ça, avant de faire bouger l'image, faut voir le travail, quoi. Tout est sculpté dans le bois, les figurines, les décors, même certains passages en peinture sont faits sur des planches. C'est admirable, chaque plan est un tableau étrange, distordu. Faut voir aussi comment il s'amuse à déformer les perspectives. On va aussi retrouver de la prise de vue réelle pour les rats, qui va permettre d'ajouter encore plus de malaise. Bref, un talent brut que je me lasse pas d'admirer. J'aime beaucoup tout le design sonore aussi, notamment les partitions de flûte. Bon, tout ça pour dire que si vous êtes sensible à ce genre d'artisanat, d'artiste, vous devriez y trouver votre compte. Parce qu'on cite souvent Phil Tippett ou Wes Anderson, pour les plus connus, mais ce gars défonce tout. À mes yeux, c'est vraiment le haut du panier. Enfin voilà, c'était Crisar, le joueur de flûte version Barta. Après ça, il va continuer d'explorer différentes manières de raconter, en retournant vers des courts-métrages, dont un qui s'appelle Golem, et ça fait des années qu'il essaye de le porter en long-métrage. Mais sa prochaine apparition au cinéma reviendra en 2009, avec une œuvre assez virtuose qui s'appelle Drôle de grenier, là aussi distribuée dans nos salles, et qui serait un mélange de Toy Story et Mad God, pour que vous ayez une idée à peu près. Donc encore un truc complètement fou, que je vous recommande évidemment, et qui pareil va vous retourner la tête, avec des séquences d'action et de poésie pure. Il y a une scène avec des thés d'oreiller là qui deviennent des nuages, c'est magnifique. Bon, enfin voilà, si ça vous intrigue, allez jeter un œil à tout ça. Encore une fois, je vous mets des liens vers ce que j'ai trouvé de dispo sur YouTube. Et je vais pas m'étendre plus, on passe au dernier film qui va alléger tout ça. C'était quoi? Imagine comme ce serait bien si on avait tous moins peur. Les vieilles taupes que je connais auraient préféré donner moins d'importance à leurs peurs et beaucoup plus à leurs rêves. Voilà le troisième et dernier film dont je voulais causer un peu. Ça s'appelle L'enfant, la taupe, le renard et le cheval, et c'est en réalité plutôt un court-métrage sorti en 2022 sur Apple TV, et c'est l'adaptation d'un best-seller, comme on dit. C'est l'adaptation d'un livre, et là je me rends compte que j'ai parlé que d'adaptation de bouquins finalement. Un livre illustratif plutôt, sorti en 2019, écrit et dessiné par un gars qui s'appelle Charlie McKesy. Un artiste touche à tout encore, puisqu'il est peintre, auteur, illustrateur. Et il sort ce bouquin il y a quelques années, qui est une merveille, voilà. Qui serait plus de l'ordre du conte initiatique d'ailleurs, comparé à une fiction classique. En gros, pour que vous ayez une idée, c'est une histoire qui se rapprocherait du Petit Prince. Donc une fable destinée autant aux petits qu'aux grands, le seul film de cette sélection du coup, et qui raconte l'histoire d'un enfant qui se réveille dans la neige au milieu de rien et qui recherche un foyer, donc il est perdu. Et il va rencontrer sur son chemin une taupe, un renard, puis un cheval. Voilà, peu de surprise de ce côté-là. Et toute la force de ce film, c'est que chacun va exprimer quelque chose de différent,
Chacun va avoir sa force, tout ça pour former un groupe solide et homogène. Donc la taupe va définir la jovialité, l'optimisme ou l'appétit. Le renard, lui, va être celui qui se méfie de tout, car rejeté en permanence. Et le cheval va, lui, plutôt être la sagesse, la force intérieure. Donc, comme je vous dis, un conte initiatique, où notre joli groupe va devoir surmonter plusieurs épreuves, histoire que chacun puisse apporter sa force au groupe et délivrer sa morale. Déjà une histoire qui parle au plus grand nombre, forcément, mais surtout avec une telle subtilité que c'est le genre d'histoire que tu peux redécouvrir au fur et à mesure que ta propre vie avance. Comme Le Petit Prince, justement, qui est une œuvre intéressante, je trouve, à redécouvrir au fil du temps. Donc voilà, un joli court-métrage, et qui, comme le livre, est juste sublime à regarder. Donc évidemment, Charlie Mackesy a participé à son adaptation pour garder l'esprit fidèle à ses planches d'origine, ce qui donne un travail somptueux en fait des dessins, comme le bouquin. Et le film recevra d'ailleurs un Oscar en 2023, celui du meilleur court-métrage. Donc, une histoire magnifique qui prône l'entraide, la différence, la bienveillance, tout ça, et animation oblige, on a le droit à un doublage de qualité ici aussi. Là je vais vous les énumérer, c'est facile. Le garçon est doublé par Bianca Thomassian. Oui, Thomassian, c'est effectivement la nièce d'Alexis Thomassian. Il est très beau cet arbre. Et c'est vrai, on dirait un peu un gâteau. Elle a fait une voix aussi dans un film que j'adore, un dessin animé qui s'appelle Calamity Jane. Bref. Pour la taupe, on a Arnaud Arbessier, donc Dewey dans l'escrime, ou le père de Bella, pour les connaisseurs de Twilight. Tu peux courir à quelle vitesse? Je ne peux pas dire que je sois un athlète de haut niveau. Mais une fois, j'ai gagné le concours du trou le plus profond. Je te demandais pas à toi. Ah, d'accord. La voix la plus évidente, c'est sur le renard, qui est joué en VO par Idriss Elba, donc Franz Confiac chez nous, sa merveilleuse voix officielle. Si je ne m'étais pas laissé prendre à ce piège, je te tuerais. Et pour finir, le cheval, qui est joué par Gabriel Ledoz. Demander de l'aide, ce n'est pas abandonner. C'est refuser d'abandonner. Donc encore une voix que vous connaissez, c'est la voix de Gary Oldman, Alfred Molina, Bill Turner aussi dans Les Pirates des Caraïbes, ou aussi un tout jeune Kevin Costner dans Waterworld. Donc qui de mieux que Ledoz pour personnifier la sagesse, n'est-ce pas? Tu vas y arriver. La vie est difficile. Mais tu es aimé. Donc voilà, c'était L'Enfant, la taupe, le renard et le cheval, un très joli film adapté d'un très joli bouquin. Écoutez, voilà, il est temps de conclure. C'était 3 films d'animation, pour petits ou grands. 3 films que je vous recommande, à vous de voir ce qui vous intéresse là-dedans. J'avais envie d'un format un peu plus chill, sans texte, qui me permette d'aborder des films qui ne nécessiteraient pas forcément des grosses vidéos ou que je m'y attarde beaucoup plus. Si le délire vous plaît, dites-le moi. Comme ça j'y reviendrai probablement, entre 2 montages un peu plus exigeants. Et puis voilà, portez-vous bien, et à la prochaine.